Bonjour à tous, c'est Greg. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas tourné de podcast sur cette chaîne YouTube et ça me manquait un peu. Et je me suis dit bon, quitte à le faire, autant parler un petit peu des sujets un peu d'actualité, c'est-à-dire les travaux, parce que les travaux c'est quand même une phase qui est très importante pour notre activité, soit de marchand de biens, soit d'investisseur. Et je sais que ça peut faire peur à certains. Et aujourd'hui, niveau travaux, je vous ai trouvé quelqu'un d'assez sympathique, vous allez voir. On va parler de pas mal de choses intéressantes. Il y a un gros événement dont on va vous parler plus tard dans la vidéo. On va vous parler d'une grosse société sur laquelle il est Mathieu. Et voilà déjà pour la vidéo du jour. Donc déjà est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors déjà merci de m'avoir invité, Greg. C'est cool, Bien. on s'est rencontré à un événement de marchand de biens. Yes. Donc moi je suis Mathieu Gillette, pour ceux qui me connaissent pas. Vous me retrouvez sur les réseaux, vous tapez Mathieu Gillette, vous me trouverez. J'ai 37 ans, j'ai un enfant de 8 ans. C'est très important dans ma vie, donc je le dis, tu vois. Les enfants, on dit toujours ça, qu'est-ce qu'on fait dans la vie et si on a des enfants et combien on a d'enfants. Donc j'ai un enfant qui a 8 ans. Je suis dans le monde des travaux depuis mes 21 ans. Donc ça fait 16 ans que je fais ça. J'ai un parcours assez particulier puisque j'ai commencé tard l'immobilier. J'ai acheté mon premier immeuble à 27 ans, donc c'était une dizaine d'années à peu près, un immeuble que j'avais totalement rénové. Et gros changement de vie après mes 30 ans, à l'âge de 31 ans, j'avais pas mal de sociétés. J'ai monté toujours des sociétés dans les travaux de rénovation. Pas vraiment, je me suis pas intéressé à l'investissement immobilier. Donc je changeais des fenêtres, je faisais de l'isolation. Et j'ai tout perdu. Et à ce moment-là, je m'étais déjà orienté vers du marchandage de biens, de l'achat, de la rénovation et de la revente. Donc j'achetais, je rénovais. Ça me prenait un peu de temps. Et sur un malentendu, j'ai croisé un chasseur immobilier en ouvrant la porte d'un appartement que j'avais totalement rénové. Il m'a demandé si je pouvais faire ça pour des investisseurs. Et c'est comme ça finalement que je me suis relancé dans le monde de l'investissement et que j'ai créé donc De Rent Company qui fait des travaux clés en main. Donc je suis resté dans mon domaine de prédilection, les travaux, mais avec une vision investisseur finalement que j'ai découvert avec grand plaisir. Et après cette grosse perte, ça m'a permis de me relancer. Et je suis investisseur immobilier, j'ai une vingtaine de lots, tu vois, à peu près, principalement dans des immeubles de rapport, un peu en copropriété pour diverses raisons. De l'atypique aussi, puisque j'ai une chapelle qui arrive à côté de Niort aussi, ça j'ai hâte de vous la montrer. Elle est en cours de finition. Et puis, parallèlement, voilà, j'ai développé De Rent Company où je vais certainement t'en parler un peu plus. Okay. Et je fais toujours du marchand, mais cette fois, je ne fais plus les travaux. J'ai des boîtes de travaux, mais je n'achète plus, je ne rénove plus et je revends. Je trouve que c'était trop long pour porter les projets. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup d'achats division dans du bâti existant, beaucoup de grosses surfaces. Passer 300-400 mètres carrés, ça m'intéresse parce que je divise par lot, je crée des copropriétés et je revends des lots à rénover finalement avec ou sans De Rent Company. Hein. Il y a des gens qui veulent rénover par eux-mêmes. Donc ça, j'en fais beaucoup. Quand je dis beaucoup, j'ai dû faire 50 lots cette année et là, j'ai des offres sur à peu près 150 lots. Donc ça grossit bien, c'est un truc qui me plaît bien et je le fais partout en France maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, top. Juste par Voilà pour te curiosité, présenter un peu. la chapelle, ça sera quoi comme mode d'exploitation? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette chapelle? De l'atypique, j'ai 80% de mon parc qui est sur de la location longue durée. Ok. Truc safe, je m'en occupe pas, je réponds pas à mes locataires quand ils m'appellent ou le moins possible. C'est du nu? C'est du nu du coup? Non, beaucoup de meublé pour le coup. Ok. Là, j'ai un peu de nu aussi quand même hein, dans certains immeubles. Mm. Et ensuite, j'avais de la colocation et je revends le seul appartement que j'ai en colocation à la fin d'année à un promoteur qui rachète un ensemble immobilier. On est deux propriétaires dedans. Donc ça va être ma dernière colocation. J'en sors beaucoup de temps. Je gère tout moi-même avec ma femme ou ma compagne actuelle. Donc c'est pas mal de boulot. Et j'avais pas d'atypique. Alors j'avais pas d'atypique. J'avais une love room que j'ai déjà revendue sur Saint-Brieuc, chambre avec jacuzzi. Et je regrette de l'avoir vendue. Donc j'ai acheté une chapelle avec un associé à moi, William, dans la région de Niort. Et je pense que moi je vois l'investissement immobilier un peu comme la bourse. T'as des actions à dividendes, celles qui te payent beaucoup, mais qui parfois te demandent du risque ou du temps. Et puis t'as Total, t'as Air Liquide, c'est des valeurs sûres, mais elles te payent moins peut-être et t'as moins de temps à donner. Je considère que Total c'est la location longue durée et je considère que Nexity
Je sais pas si quand est-ce que les gens écouteront ça, mais en tout cas, tout ce qui est atypique, j'y crois beaucoup, mais j'y crois beaucoup sur un pourcentage donné, sur 10% de mon parc. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu fais un peu de location courte durée, du coup, ou pas du tout, ou Je t'avouerai que je sais pas si j'en ai encore. Je crois que j'en ai encore deux, mais c'est géré par des concierges. D'accord. Je fais Ok. rien, je cherche pas la femme de ménage. On va enchaîner sur le gros du sujet, c'est-à-dire sur la partie travaux, ce qui intéresse beaucoup Hum, l'audience. Du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta franchise et un peu comment tu as développé ça, comment t'es venue l'idée? Enfin, déjà, tu en as parlé un petit peu déjà. Et oui, comment tu développes un peu tout ça? ouais, je vais te le dire. Alors justement, comme je te disais, j'achetais, je rénovais et j'ai toujours fait comme pour moi les appartements. Faut savoir que moi je suis en Bretagne, hein, je vous l'ai pas dit, je suis de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est une ville de 40 000, 45 000 habitants, 48 000 même maintenant si je dois être plus précis. Et en fait, c'était un peu ces vieilles villes entre guillemets entre des grandes métropoles comme Rennes et Brest, et où finalement on avait un parc assez vieillissant. Ok, ça a changé aujourd'hui, mais à mon époque, il y a 10 ans, tu rénovais un appartement. Il n'y avait pas ces histoires de DPE, etc. Moi, j'ai toujours isolé en suivant la RT 2012. J'ai toujours mis c'est encore le même parquet que je mets aujourd'hui, tu vois, un parquet stratifié avec 4 chanfreins parce que je trouvais que ça a été joli. J'ai toujours fait les appartements comme pour moi. Voilà. Donc ça, c'est bête des fois. Certains investisseurs disent, bah moi, je veux faire moins bien ou, enfin, il y en a, tu vois, ils veulent économiser entre guillemets. Mais ça m'a toujours porté chance parce que aussi bien quand j'achetais, je rénovais, je revendais, aussi bien quand j'achetais, je louais. J'ai toujours fait des belles choses et donc en fait, j'ai toujours eu une demande folle pour mes appartements. C'est-à-dire que dès que tu les mets à louer, quand c'était beau, tu vois, c'était fait comme ça. Et donc, mes achats rénovation, je les faisais comme ça. Et en ouvrant la porte, comme je te le disais tout à l'heure, à un chasseur immobilier, eh bien, je pense qu'il a plutôt été agréablement surpris. Les matériaux utilisés, les cuisines, je les achète dans des magasins de bricolage, mais je fais des semi-mesures, tu vois, je fais faire des plans de travail, etc. Bon, bah, tout ce qui est placo, évidemment, je suis la RT 2012, donc 14 centimètres dans les murs, 30 centimètres dans les toitures, en tout cas en dernier étage. Si j'ai une cave en dessous, bah, évidemment, j'isole le plancher. Nous, on a beaucoup de planchers bois hein, dans notre région, donc j'isole en 200, tu vois. Tout ce qui était salle de bain, etc., j'ai toujours mis des carreaux, grès cérame, tu vois, enfin des trucs sympas, mais sans non plus mettre du porcelanosa qui coûte beaucoup trop cher. On est quand même dans du locatif. Les peintures, bah, j'ai toujours mis des peintures qui se nettoient. Enfin, voilà. De manière générale, j'ai toujours fait les choses à ma convenance, Mm. ce qui a plutôt bien marché parce que en visitant finalement, moi, tu vois, j'ai entrepris dans le bâtiment pendant 10 ans avant d'avoir de Rent Company. Et dans le bâtiment, sans vouloir cracher dans la soupe, les mecs viennent pas. Les artisans travaillent parfois selon leur abac, leur qualité, on va dire. Il y a beaucoup de types de matériaux. Si tu achètes le parquet le moins cher chez Brico Dépôt, bah t'attends pas une qualité top parce que les épaisseurs sont un peu basses, etc. Mais c'est pas pour autant que tu achètes un Panaget, par exemple, qui est une marque assez connue, une marque française, qui fait du parquet massif. C'est pas parce que tu achètes un parquet à 100 euros du mètre carré qu'il sera plus facile à poser, par exemple. Tu vois. Donc tout de suite, j'avais sélectionné ces matériaux, des matériaux qui tiennent, et du coup, ben, mes artisans déjà, ils pouvaient pas se plaindre des matériaux qu'ils posaient, d'accord? Parce que ça, tu as beaucoup d'artisans qui vont dire, bah, je suis bon, mais en fait, c'est le matériel qui est moins bon que moi, tu vois? Donc ça, c'était le premier truc. J'ai imposé tout de suite ma décoration parce que pareil, finalement, quand tu laisses trop de choix aux gens, en fait, trop de choix peut tuer le choix même parce que les gens, quand ils investissent, bah, ils savent pas comment faire ou en tout cas, des fois, ils ont pas envie de s'embêter, c'est pas comme chez eux. Et c'est justement à ça que je voulais venir, c'est que les gens, étant donné que ce ne sont pas chez eux, c'est de l'investissement, on réagit beaucoup moins avec le cœur, mais beaucoup plus avec les euros, finalement. Mm. Donc, moi, pendant 10 ans, bah, j'ai eu des impayés. Des gens ont travaillé en milieu occupé, hein, on changeait des fenêtres, je rappelle, et on isolait des maisons. Bah, si les gars n'étaient pas là à 9 heures, eh bien, les clients commençaient à t'appeler. Si la maison était laissée sale, bah, la poussière, etc., c'était embêtant. Et donc, ça génère de la frustration, généralement aussi de l'insatisfaction et de l'impayé. Moi, je peux t'assurer que quand j'avais des boîtes dans le bâtiment de mes 20, mes 30 ans, bah, le 25 du mois, t'appelais tout le monde pour qu'on te paye. D'accord? Aujourd'hui, chez The Rent Company, on a 0 € d'impayé.
mais depuis le début, tu vois. Mm. Donc tout ça, en fait, en venant du bâtiment, quand on m'a demandé de faire la même chose, j'ai dit ok, mais ça va être avec mes règles, ma décoration, ma façon de faire, mes matériaux. Je vais laisser du choix quand même. Donc on a laissé plusieurs choix. C'est comme ça vraiment que l'offre de Rent est née finalement. Mais ça serait des choix finalement que esthétiques. Je m'explique. La cuisine, qu'elle soit noire, blanche ou bois, par exemple, c'est le même fabricant, c'est juste les façades qui vont changer, par exemple. Mm. Que tu mettes de la peinture dans ton salon, qu'elle soit noire, bleu ciel ou beige. Alors la réalité, il y a un micro-centime d'écart parce que plus le pigment est foncé, plus la peinture coûte cher. Mais ton pot, tu vas l'acheter 15 euros, 15,15 € et 15,30 €, tu vois. Ouais, Donc ça ne change pas la qualité. Et en fait, on a fait pareil comme ça sur plusieurs choix. Au niveau des sols, on a 5 coloris au choix, mais c'est toujours le même fabricant. Donc en fait, on a tout de suite évacué ce choix technique qui pourrait être problématique à la pose parce que le client a décidé qu'il voulait un parquet massif et que ça va être compliqué. J'en ai posé un, tu vois, il y a à peu près 6 mois. Et ben en fait, on a dû le poser à la sangle. Je sais pas, ça c'est peut-être un peu trop technique dans ma présentation, mais le parquet avait dû bouger un petit peu dans le stock. Et donc, au lieu de passer 4 jours, comme on avait prévu avec le menuisier, qui est un gars que je connais depuis 15 ans, on a passé 12 jours. On a tout posé à la sangle à cliquet, tu vois, pour le coller, en fait. C'était un parquet collé. Donc, on s'assurerait dans notre offre, bah, de ne pas avoir finalement les problématiques des choix de nos clients, quoi. Et D'accord. puis oui. L'idée après, du coup, c'est d'industrialiser le process parce qu'en fait, tu as standardisé les travaux. Donc, tu parles de choix de cuisine, de parquet, de peinture. Donc, en fait, les gens ont, entre guillemets, très peu de choix, mais c'est des choix qui sont totalement cohérents par rapport à ce que ce qui va être nécessaire pour, là, on parle de locatif en l'occurrence, hein, parce que de rent, c'est beaucoup de locatif, c'est que pour la Alors, résidence principale. du, du coup, justement, étant donné que je venais de la résidence principale, je ne voulais surtout plus travailler chez les gens directement dans leur maison de famille. Donc, on ne fait que des travaux clés en main pour de l'investissement locatif. On ne Ok. fait pas d'autres types de travaux. On peut le faire pour des marchands de biens aussi. Mais effectivement, c'est à là que je voulais t'emmener, c'est qu'on a standardisé une offre. On a laissé des choix qui permettent de personnaliser à plus ou moins 25-30 choix, mais qui finalement ne changent pas la qualité du produit final. Ça permet aussi pour nos clients d'avoir des vraies photos de réalisation, puisque c'est pareil quand tu choisis une couleur en fonction de l'orientation du soleil, en fonction de la région que tu vas avoir. Je peux t'assurer qu'en Bretagne, aujourd'hui, il fait pas beau. Oui, ça va vous étonner. En Bretagne, il fait pas beau, c'est très rare. Mais dans le sud de la France, plein sud, un Bordeaux peut être rouge en plein soleil. Et si tu vas en Bretagne, plein nord, le Bordeaux, il pourra même quasiment être marron. Et donc, en fait, si tu veux, ça nous permettait dès le départ de montrer des photos aux clients et de dire voilà ce que vous aurez. Il n'y a pas oui, mais le parquet, c'est une nouvelle gamme, il a changé. Non, c'est la photo là, vous aurez celui-là. Et donc, en fait, ça permet de se projeter beaucoup plus facilement. Ça permet effectivement de standardiser, donc d'acheter mieux les achats de notre côté. Et surtout, les artisans comme les salariés de notre entreprise ne puissent pas dire bah, c'est un mauvais matériel parce que vous l'avez changé. Le parquet, comme je te dis, ça fait 7 ans qu'on le pose. C'est arrivé une fois un paquet qu'on a acheté à la poubelle parce que problème de stockage. En fait, il avait pris l'eau. C'est un parquet stratifié. Donc là, bon, on a jeté et le fournisseur, tu t'en doutes, bien nous a redonné un paquet. Mais on n'a jamais eu de problème. Donc quand un nouveau poseur fait ça, bah c'est que il s'est pas posé quoi, tout simplement. D'accord. Donc là, du coup, de Rent Company, qu'on se fasse un peu une idée, tu es présent sur quel secteur Alors, de Rent Company, donc j'ai monté ça il y a 4 ans à Saint-Brieuc. C'est comme ça que j'ai créé cette offre finalement que je vais te redétailler derrière. Euh, Ensuite, j'ai ouvert des succursales au Mans, à Quimper, à Niort, à Rennes et à Nantes. D'accord. Donc, je me suis à chaque fois co-associé sur 3 ans. Donc, il y a maintenant 1 an et demi que j'ai fini ces associations. Et ça m'a permis finalement de bien développer notre process. D'accord. Et donc ensuite, on l'a lancé en franchise. Donc aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est début octobre, nous avons 15 franchisés. Ok. Donc aujourd'hui, bien sûr, on ouvre en fonction des endroits où on a des possibilités d'ouvrir et des compétences de nos franchisés, puisque si tu veux être franchisé chez nous, il faut 3 ans d'expérience dans le bâtiment pour avoir une assurance décennale. Il faut savoir que nous, on est entreprise générale du bâtiment. Donc on a nos assurances décennales qui couvrent nos travaux de secondes œuvres. On ne fait pas le gros œuvre. Hein. On va finalement de la démolition intérieure jusqu'à l'ameublement complet du bien. Donc on a ouvert sur le nord, pardon, donc sur l'île nord, l'île sud, d'accord.
On a ouvert sur Saint-Quentin, sur Lens et tout ce secteur-là. On a ouvert sur Beauvais également. Ensuite, tout le Grand Ouest est fait, hormis Caen. Tu vois, là, on n'est pas encore arrivé à Caen, mais je te dirais Le Mans, Angers, Rennes, jusqu'à Brest. Finalement, c'est couvert. Toute la Bretagne est couverte. Hein, donc, le Morbihan, la Loire-Atlantique, si on les met dans la Bretagne. Ensuite, on a continué à descendre sous la Loire-Atlantique avec La Roche-sur-Yon, La Rochelle. Bien sûr, après, on part sur Niort. Donc tout ce qui est entre Niort et La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-d'Angély, tu vois. Derrière, en dessous, on a ouvert dans le sud ouest, sur Dax, sur Pau, si tu connais ou si tu vois où on est. Ensuite, on remonte sur Montpellier, Nîmes, Béziers, là où on est ouvert aussi. Faut pas que j'en oublie un parce que tu sais, si mes franchisés écoutent, après ils vont me tirer dessus. Ils vont tomber dessus dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, ils vont dire, et moi, alors. On a ouvert sur Aix. On est en train d'ouvrir, il est formé la semaine prochaine, sur Toulon et sur Hyères. Et après, quand je remonte, on est sur Grenoble et Gap. Gap est formé la semaine prochaine aussi. Et j'ai pas du tout entendu Bordeaux. Je suis assez étonné d'ailleurs. Et donc, non, on n'a pas ouvert à Bordeaux. Alors, il faut savoir que, si on parle franchise 2 minutes, nous, la franchise, c'est un candidat sur 10. Donc, on a ouvert 15 franchises aujourd'hui. On a parlé à 150 personnes à peu près. Parce que ouvrir une franchise, il faut avoir des alignements de valeurs. C'est hyper important chez nous on a certaines valeurs, voilà, qui sont primordiales, d'avoir de l'expérience dans le bâtiment, d'avoir aussi de l'argent. Alors, c'est fou. Bien sûr, les travaux, ça coûte cher, mais ouvrir une franchise, ça a aussi un coût pour ouvrir. Et on veut surtout pas des gens qui seraient un peu courts financièrement parlant, parce que il y a eu certaines affaires dans le bâtiment qui ont un peu ébranlé les travaux clés en main. Je vais pas le citer parce que je sais pas vraiment son nom. Je sais pas si c'est Ortega, Broussard. Voilà. Je le connaissais pas. Je savais que c'était pas possible son fonctionnement, mais voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on fait gaffe financièrement parlant à être solide. On a des plans de sauvegarde, mais aussi en interne pour ça. Et vraiment, c'est ce que je vois moi dans l'avantage de notre fonctionnement, en tout cas, c'est que c'est plein de petites cellules. Si tu veux une franchise, c'est vraiment des sociétés. Aujourd'hui, un franchisé chez nous, il fait, avec les franchisés qu'on a laissés, 1 120 000 euros hors taxe. Si je veux être précis, c'est 1 120 680 euros hors taxe de chiffre d'affaires. D'accord? Le réseau a 1 an. L'objectif, c'est de faire entre 1 et 2 millions d'euros de travaux par secteur. Et c'est réparti à peu près sur une quinzaine de clients par an. Donc, tu vois, ça va assez vite. On fait vite des immeubles de rapport. Donc, je pense que comme dans tout métier où il y a de forts chiffres d'affaires, c'est pas notre marge, hein, je vous rassure. On fait de la marge, mais donc on a besoin de gens sérieux, de gens qui sont robustes financièrement et qui partent pas avec la caisse, quoi. Voilà. C'est notre. Tu fais quoi? On peut des franchisés peuvent être appelés juste pour rénover un studio ou vous prenez directement des grands ensembles? Comment vous fonctionnez? Oui. Alors dans notre offre, on n'est pas fermé à quoi que ce soit. On travaille en 10 étapes, de la démolition jusqu'à l'ameublement. Et si tu as envie de faire les meubles toi-même ou la démolition toi-même, tu peux. Donc tu vois, on est des travaux clés en main, mais on peut ne pas être clé en main finalement. Par contre, on ne peut pas accepter au milieu. C'est-à-dire que si je te fais un studio, tu fais la démolition toi-même le samedi avec tes amis. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour le faire. Ça peut faire des économies. Par contre, tu peux pas me demander que tonton vienne faire la peinture parce que les plannings, c'est un vrai sujet. Donc, c'est déjà assez compliqué de faire des travaux. Donc, on peut te faire un studio comme on peut te faire un immeuble. On essaye de pas être fil-bouche là-dessus. Maintenant, je vais pas te cacher qu'on a un panier moyen aux alentours des 150 000 euros chez nous. Donc, le panier moyen n'est pas révélateur de tout ce qu'on fait, mais on fait 80% du temps des immeubles et 20% du temps des appartements qui sont destinés à la colocation principalement. Parfois, le record, on a fait un 12 mètres carrés à Saint-Brieuc, donc c'était un tout petit. Et puis, on peut faire de l'atypique aussi, comme des chapelles, des sex rooms, des ciné rooms. Enfin voilà, on a toute une gamme là-dessus. D'accord. Après, en termes si on parle un petit peu de garantie, d'assurance, du coup, comment vous fonctionnez? Vous avez ce qu'il faut chez Doran, j'imagine? Alors là-dessus, étant donné qu'on est entreprise générale du bâtiment, on souscrit à des assurances décennales qui sont en notre nom, d'accord, directement. Et puis ensuite, on a 2 choses. Je t'en ai parlé un peu tout à l'heure et j'y reviens. C'est la malfaçon et les délais, d'accord. C'est les 2 gros. Alors, il y a plein de problématiques dans le bâtiment, mais les plus grosses problématiques, c'était les délais et la malfaçon. Donc chez nous, on a en fait un guide client qui fait une 30aine de pages
On va t'expliquer dans les grandes lignes. Et derrière, on a des abacs et on fait ce qu'on appelle une pré-livraison de chantier. C'est-à-dire que tout chantier qu'on va faire pour un client, on va l'inviter à venir dormir chez lui. S'il n'a pas envie, il nous envoie son oncle, sa tante, ses parents, on est habitué un peu à ça. Et on fait tester le bien. D'accord? Généralement, en solde de fin de chantier, il reste 4 et 1%. Pourquoi on fait 4 et 1? Pour des raisons de report de financement pour certains, bien souvent. Donc, ils testent le bien. Et en fait, si tu veux, on a un guide de pré-livraison qui dit les abacs tolérables, c'est-à-dire que, tu vois, moi, je vais pas vous vendre du parfait. On tolère un joint mal fait sur une plainte tous les 100 mètres linéaires. On considère que c'est normal. Malheureusement, on est en 2024, vous dire que tout est bien, c'est pas vrai. Si vous voulez acheter du parfait, moi je pense que ça n'existe pas dans le bâtiment, mais on vous le dira jamais chez nous. On considère qu'une bande peut être visible sur 100 mètres carrés, par exemple. Par contre, on considère qu'un plan de travail doit être posé à niveau. C'est-à-dire que si tu as une cuisine et que tu coupes du saucisson et que ça tombe d'un côté ou de l'autre, eh bien on refera, mais on ne fait jamais de remise sur la malfaçon. Tu vois, on ne négocie jamais la malfaçon parce que les locataires vont vivre dedans, parce que si je te fais un prix sur une cuisine mal faite, je t'offre 500 € aujourd'hui, t'es content. Mais dans un an, ta femme te dit, le plan de travail, il est pas droit. Ouais, mais Mathieu, il nous a fait 500 € de remise. 2 ans après, le plan de travail, toujours pas droit. De toute façon, il va jamais être droit. Même si je t'ai fait une remise, il va pas se remettre droit par la rotation de la terre. Et donc, en fait, le prix, ça s'oublie, la qualité, ça reste. C'est un peu bateau de dire ça, tu vois, c'est des trucs de vendeur. Mais on veut pas négocier ça. Et ensuite, sur les délais, l'engagement qu'on a, c'est, alors, nous, le minimum, c'est 6 mois de travaux. Même sur un studio, c'est dingue, hein, on a des délais assez longs. Et puis ensuite, c'est par tranche financière et par typologie de bien. C'est-à-dire qu'un immeuble, in fine, tu as une demande Enedis, tu as une demande oh mince, j'ai oublié le terme, j'allais dire Veolia, mais la Générale des Eaux qui va venir installer des compteurs, bien ça, tu as des délais minimaux. Et après, tu as un système de tolérance chez nous. Et quand on dépasse ces tolérances, si je te dis on doit finir le 31 décembre 2024, eh bien tout délai passé te donnera droit à une pénalité de retard qui t'est versée le premier de chaque mois où on est en retard. C'est à peu près 2% de nos chantiers qui sont en retard, donc c'est quand même je suis désolé, ça fait des ballons avec l'IA. C'est 2% sur lequel on est en retard. Et on reverse la moitié des loyers qui n'ont pas été perçus. Donc, c'est dit au départ dans notre cahier des charges. Je sais que tu vas parler de travaux après, donc je vais te parler du cahier des charges. Mais on vient verser ça et en fait, sur les 3% de litiges qu'on a, eh bien il y a 2% au total sur notre groupe. On fait 300 projets par an qui sont en retard parce que il y a des artisans qui ne viennent pas, il y a des découvertes, il y a parfois des problématiques aussi dans les copropriétés de voisinage, des fuites d'eau, etc. Donc, du coup, ça nous permet d'être toujours en bonne communication avec nos clients et d'éviter finalement d'être, quand tu es en retard, que le client n'encaisse pas ses loyers, évidemment, on n'est pas dans un mood très, 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 très sympa, quoi. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as deux, trois petits tips travaux justement pour nos investisseurs, choix d'artisans ou deux, trois trucs qu'ils pourraient implémenter directement dans les travaux? Alors, le meilleur tip, c'est évidemment de travailler avec nous, mais ça, je prêche pour ma paroisse. Non, plus sérieusement, c'est vite c'est bien de faire des tarifs au mètre carré. Hein. Moi, je considère que un appartement à rénover, c'est entre 750 et 1000 €. Alors, il y a des gens qui vont dire, je rénove pour 500. Moi, je rénove peut-être pas pareil que vous, pas avec les mêmes matériaux, c'est pas grave. Hein. Ouais. Ensuite, un immeuble de rapport où il n'y a pas un trou dans la toiture, je me dis entre 1000 et 1005, tu vois. Et vraiment, le truc, les planchers sont à revoir, etc. Avec les meubles, je parle toujours avec les meubles. Hein. Je fais beaucoup de meublés, moi, de mon côté. Je pars à plus de 1005. Donc après, je fais mon calcul. Maintenant, chez De Rent, on a un logiciel qui nous permet de chiffrer un immeuble en 15 minutes à peu près. Mais hyper précis. Hein. On sort des plans, etc. Et donc, on sort les chiffres. Donc, je chiffre toujours les travaux. Parce que même moi, ça fait 15 ans que je suis dans les travaux. Je sais pertinemment que des fois, je me trompe complètement. Des fois, je me dis, ça a coûté 1005, ça coûte 1003. Des fois, ça coûte 1008. Il faut se dire un exemple très concret, un studio, quand vous mettez une télé accrochée au mur, télé plus le support, c'est 300 € en moyenne. Si tu veux une télé connectée, un truc avec le Wi-Fi et tout. Évidemment, si vous avez un appartement qui fait 15 mètres carrés, c'est un petit studio, on est d'accord. Là, ça vous coûte 20 €, d'accord? Le même studio qui fait 30 mètres carrés, ça te coûte plus que 10 balles. C'est une télé, hein, le frigo. Donc, le ratio au mètre carré, il a quand même ses limites. Un studio, c'est pas applicable versus du T3. Il faut bien se dire que dans les
immeubles aujourd'hui, on fait beaucoup plus de studios de T2 que de T3 ou de T4. Ok, parce que ça coûte plus cher, parce que ça rapporte moins et qu'aujourd'hui, on a des seuils de rentabilité qui sont de plus en plus compliqués dans l'investissement parce que le taux est haut, parce que les prix d'achat ont augmenté, parce que les prix de travaux ont augmenté. Donc, ça plus ça fait qu'on fait beaucoup de petits appartements. Donc, ne pas trop être, ne pas rendre une affaire profitable parce qu'on fait ce qu'on veut des chiffres, tu vois. Se dire, je l'achète 50 000, bon, les travaux, je n'en aurai que pour 40. Et au final, tu t'en sors pour 55. Donc, ta rentabilité initiale n'est pas du tout la même. Donc, attention sur le chiffrage travaux. Ça, c'est peut-être le premier tips. Arrêtez de voir tout au plus bas parce que tu arriveras au plus haut un jour ou l'autre, quoi. Tu vois, tu peux te dire, je ferai la démol moi-même et puis finalement, après, ça t'embête. Tu vas payer quelqu'un pour le faire. Ensuite, ce que je conseille, c'est toujours de filmer. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous. On filme tout ce qu'on visite, finalement, pour pouvoir expliquer, présenter ce que je vois. Parce que si vous faites beaucoup de visites, vous allez vite oublier. La vidéo, ça va vous permettre quoi? De savoir le nombre de fenêtres, de savoir finalement si vous avez un mur porteur, pas porteur, de vous donner des idées finalement dans les choses que vous allez vouloir faire dedans. Et ça vous permet de vous refaire le fil sans retourner embêter l'agent immobilier pour revoir, etc. Ensuite, prendre les plans. Dis-moi. Non, j'avais une question sur les plans, ça c'est un super truc. C'était plus lié. Tout à l'heure, tu disais le ratio entre le T3 et le T4. Tu disais que ça m'a fait tilt. En fait, que les ratios sont pas bons. En fait, tout à l'heure, on disait, tu parlais de certains chiffres sur des ratios de mètres carrés. Et moi, j'avais rajouté que les travaux, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire. Surtout les ratios mètres carrés, ça donne une base, mais c'est pas. Par exemple, si t'as des fenêtres à changer, pas de fenêtres à changer, ça change. Si t'as un plafond en fait qui est dégueu, l'artisan, toi tu penses que tu vas juste le repeindre, mais en fait il faut remettre du placo, des suspentes et compagnie, c'est plus le même budget. Donc les ratios mètres carrés, c'est un peu bien et pas bien en même temps. Donc c'est ce qu'essaie de nous expliquer Mathieu aujourd'hui, c'est que c'est super important de comprendre que c'est pas ça qui va faire que je comprends pas, on m'a dit que c'était tel prix sur les travaux. Non, c'est pas vrai. Ça donne non. Juste, voilà, j'insiste bien là-dessus, c'est faites bien gaffe, les ratios mètres carrés, c'est bâtard. Enfin, c'est pas vraiment la réalité, quoi. Donc, faites attention avec ça. Pour t'illustrer toujours la télé, 20 € dans un studio, 10 € dans un T2 un peu plus grand. Et là, j'ai calculé sur 80 mètres carrés une télé accrochée au mur qui coûte un peu plus cher, 450 €. Je suis parti dans l'idée parce que quand tu as un 80 mètres carrés, tu mets une télé qui fait peut-être 150, 7 centimètres, 5,62. L'idée de la télé, de vous imager ça, c'est applicable à tout. C'est-à-dire que si vous achetez 1 000 € du mètre carré et que vous avez toutes les fenêtres à changer, et vous achetez 1 100 € du mètre carré et que vous n'avez aucune fenêtre à changer ou qu'il y a déjà des fenêtres existantes, je peux vous assurer qu'à l'achat, ça se joue, bien sûr, l'investissement immobilier, ça se joue à l'achat, aux travaux et au taux. C'est un trio infernal qui existe depuis la nuit des temps. Ça devait exister à la Rome antique, d'accord? Forcément, faut pas aller sur le produit le moins cher de marché parce que si tu as toutes les fenêtres à changer, si tu as tous les trucs, évidemment, ton ratio au mètre carré, moi, j'ai vu des fois 2 000 € de travaux au mètre carré. Si tu fais que des studios, ça va super vite. Et quand tu recalcules, tu t'es pas trompé, quoi. Donc, il faut quand même chiffrer sur mesure. Nous, on chiffre assez vite en plus. Alors, on chiffre pas à distance, au risque de décevoir certains, mais on doit se déplacer. Ensuite, il y a les plans, parce qu'encore une fois, il y a une notion de je fais une salle de bain, je sais donner le prix d'une salle de bain en forfait. Ça, c'est pas grave pour la taille. Par contre, en mètre carré de placo, vous ne pouvez pas ne pas prendre les plans. Vous avez besoin de parler en surface. La peinture, c'est pareil, les sols, c'est pareil. Donc, il y a plein de petits logiciels aujourd'hui qui permettent de prendre les plans sur place et de faire qu'une seule visite, d'accord? Et puis ensuite, là, je passerai au fait que vous avez négocié grâce au prix de travaux, etc. C'est finalement de faire un petit CCTP, un petit cahier des charges. Tombez pas dans un truc délirant, mais qu'est-ce que j'ai à démolir? Qu'est-ce que j'ai à préparer? Où sont mes évacuations d'eau? Est-ce que j'ai des fenêtres à changer? Si oui, combien de fenêtres? Quel type de fenêtre? Encore une fois, sur les fenêtres, j'insiste, une fenêtre qui fait 1,20 m ou 1,30 m et 1,20 m de haut ou 1,30 m de haut, ça se joue de 15 € en 15 € par tranche de 10 cm quand elles sont sur mesure, d'accord? À l'achat. Donc à la vente, il y a bien sûr les coefficients de marge, mais ça va changer 30 €. Donc dites-vous une fenêtre de vente changée, remplacée, dépose totale ou rénovation, moi je compte 1000 balles. Donc tu comptes ton nombre de fenêtres et là ça te permet de faire un déboursé plus approprié que le fameux ratio au mètre carré. Et puis, tu continues comme ça. Cloison sèche, électricité, plomberie, salle de bain, les sols, la peinture, la cuisine, les impondérables, les autres. Est-ce que j'ai une fissuration de façade? Est-ce que j'ai un jardin à faire? Les extérieurs, je le vois souvent dans des immeubles de rapport.
non, je ferai pas le ravalement. Tu arrives à la fin du chantier, tu as un immeuble nickel à l'intérieur et tu as un vieux ravalement pourri. Tu peux être sûr que, allez, un client sur deux chez nous demande à la fin, bah, finalement, je fais le ravalement, vous pouvez donner un coup de Karcher. Bah, ça, monter un échafaudage, mettre un coup de peinture, c'est vite quelques milliers d'euros que tu n'as pas forcément prévu. Ouais, là, le cahier des charges, moi, je le fais systématiquement pour mes artisans. Je leur dis, ben voilà, dans telle pièce, je veux tant de prises, je veux ici, je veux un radiateur, ici, ça va être tel type de sol, ici, ça va être tel type de couleur. Et je fais pas un truc, ça tient sur 2 pages, hein, c'est pas, mais juste au moins que les artisans sachent. Et après, je fais un petit plan électrique de l'appartement, je fais un petit plan à la main. Après, moi, là, je suis en train de rénover des T2 actuellement. Et je fais un petit plan électrique avec ici je veux tant de prises, ici je veux un radiateur, ici je veux le cumulus, ici je veux le tableau. Comme ça l'artisan il sait déjà se projeter sur le. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que j'allais te dire, parce que justement par rapport aux artisans, je crois qu'il nous reste 2 minutes 15. Je fais une Ouais, petite en pause. fait à 1 minute on fera une pause et on relancera un truc, il y aura Ok. 2 parties, il y aura 2 parties. Je viens de le Bon. voir aussi. Allez, on reprend dans ce cas-là. Allez. Donc Allez, du ça va. coup, justement pour les artisans, alors évidemment, nous on est une solution de travaux clés en main, on a des engagements, on a notre logiciel qui nous permet de chiffrer en 15 minutes, faire les devis, faire les cahiers des charges, faire les commandes de matériaux. Tu as un espace client aujourd'hui qui te permet de personnaliser. On a plein d'options, hein. Comme dans un vendeur de voitures, tu peux choisir ta décoration vraiment poussée. On a à peu près 1 million de combinaisons possibles aujourd'hui. Donc tu vois, on a standardisé et on a déstandarisé aujourd'hui nos travaux. Mais pour les artisans, d'avoir quelque chose de clair pour toi, ça te permet de dire exactement le nombre de prises. Si tu ne fais pas ce travail-là pour eux, bah, tu risques tout simplement qu'on te dise à la fin, ah oui, mais c'est pas dans le devis. Ouais. Donc ça, c'est en plus. Bah, tirer une prise aujourd'hui, c'est entre 30 et 50. Parti. Allez, c'est reparti. Donc, on en était à parler un petit peu de la partie assurantionnelle, ou en tout cas la partie artisan. Je cherche mes mots. Il faut savoir que l'assurantiel, c'est hyper important parce que beaucoup d'artisans ne sont pas forcément assurés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs dans le bâtiment parce que c'est ce qui coûte le moins cher en charge et c'est ce que beaucoup d'anciens salariés se mettent à leur compte tout seuls. Je rappelle quand même que pour les marchands de biens notamment, mais aussi pour les SCI, vous êtes des sociétés, hein, on doit vérifier tous les 6 mois l'attestation URSSAF de chaque sous-traitant de l'entreprise, qu'il soit bien à jour. Moi, ça m'est arrivé dans ma précédente vie de payer 10 000 euros contre le URSSAF. Serge Leclinch, je le cite parce qu'il pourra se reconnaître s'il m'écoute, n'a pas payé ses charges, 10 000 euros. Eh bien, ils ont pris sur mon entreprise les 10 000 euros d'URSSAF puisque j'étais censé savoir en tant que professionnel qu'il aurait dû payer ses charges. Donc ça, il y a plein de marchands qui font des travaux aujourd'hui. Si vous ne vérifiez pas, alors l'attestation URSSAF, ça ne dit pas combien il paye de cotisations ni combien il déclare. Nous ne sommes pas inspecteurs de l'URSSAF. Par contre, on doit s'assurer qu'il a bien payé ses charges. Même s'il a déclaré 1 euro de chiffre d'affaires et qu'il a payé 25 centimes d'euros, si vous n'avez pas ça, en tant que professionnel, quand vous aurez un contrôle d'URSSAF, eh bien, ils vont vous le demander. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, ils vont dire qu'ils ne savent pas ce que c'est. Eh bien, s'il y a un artisan qui n'a pas payé ses charges, ça sera à vous de les payer. Et moi, c'est avéré, donc nous, on le vérifie. Et puis, ensuite, ben, je reviens au cahier des charges. On en parlait tout à l'heure, tu vois, un petit peu, on peut développer cette partie-là. Les artisans qui vont faire des devis, ne regardez pas forcément le prix. Moi, j'ai vu des artisans être moins chers, parfois plus chers, peu importe. Mais j'ai des artisans qui m'ont dit, bah, oui, je t'ai fait le lot peinture, mais j'ai pas mis les portes dedans. Alors que ça paraît logique quand tu le fais. Oui, je te fais les sols, mais je t'ai pas mis les plaintes dedans. Si vous n'avez pas la pose des plaintes, vous n'avez pas la pose la peinture de vos portes, ça fait déjà 2 points négatifs. Un électricien, tu en parlais tout à l'heure sur tes plans, si vous mettez 4 ou 5 prises dans une chambre, c'est plus la même quand vous êtes sur une colocation de 4 ou 5 chambres. Donc il y a plein de petites choses comme ça où si vous n'êtes pas dans le bâtiment, généralement 90% des conflits en France, c'est de la communication. Donc quand vous allez dire à l'artisan, bah oui, mais ça, je pensais que c'était dedans, bah, il va vous renvoyer à votre devis et il va vous dire, bah non, c'est pas marqué dedans. Donc les devis détaillés, c'est important. D'avoir un cahier des charges où quand vous l'avez fait vous-même, si vous avez mis 5 prises, le gars peut pas vous dire après, ah oui, mais moi, j'ai pas compté. Enfin, attends, mon grand, moi, je t'ai mis 5 prises, je t'ai fourni un plan, t'as pas suivi le plan, bah, c'est comme ça, c'est tant pis pour toi. Nous, tu parlais du cahier des charges. Chez nous, un cahier des charges fait entre 20 et 80 pages. Il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des écrits pour ceux qui ne savent pas lire, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui veulent regarder une vidéo. Mais on filme tout, on filme tous les plans, on fait tous les plans. Et l'idée, c'est de dire, voilà, c'est dans le cahier des charges, tu te débrouilles.
Si c'est pas dedans, par contre, bah évidemment, c'est avec perte et fracas. Donc attention un petit peu au niveau des travaux, à pas vouloir faire trop vite en se disant bon bah ils vont faire comme d'habitude, parce que bien souvent c'est là qu'on peut finalement avoir un point de friction avec les artisans qui vous feraient des travaux si vous ne faisiez pas avec de rente compagnie. Ah, c'est super intéressant. C'est vrai que moi, je demande systématiquement les RC Pro, les décennales, enfin voilà, je demande systématiquement tous les documents. Et en fait, l'artisan qui me dit je vous ai fait un devis, je joins, j'ai pas demandé, il dit je joins ma RC Pro et ma décennale, déjà il marque des points, déjà d'office, quoi. Parce qu'on n'a Oui. pas, ça c'est d'office, si la personne elle propose déjà de vous le fournir, déjà elle doit vous le fournir. Et s'il n'y a pas, franchement, posez-vous les bonnes questions. Alors, si c'est juste pour faire de la peinture, poser du parquet, bon, à la limite, pourquoi pas. Et encore que. Mais après, si c'est l'électricité, la plomberie, tout ça, il ne faut pas jouer. Il ne faut vraiment pas jouer parce que si jamais il y a Alors, un problème, effectivement, dans la décennale, la démolition, bien sûr, si vous ne touchez pas des murs porteurs, j'ai envie de dire que c'est pas très grave. Beaucoup de gens font de la démolition un peu eux-mêmes, on va dire. La préparation, là, vous commencez à toucher au réseau d'eau. Là, évidemment, faut l'assurance, c'est clair et net. Menuiserie, vous êtes dans l'enveloppe du bâtiment, vous n'avez pas le choix. L'isolation, pas le choix. Électricité, plomberie, pas le choix. Salle de bain, encore pire, d'accord? Parce que si c'est mal fait, ça peut vraiment être problématique, notamment sur les planchers bois. Dans la peinture et les sols, j'ai envie de dire que c'est un peu moins grave, ouais. notamment dans la peinture, c'est de la biennale. Il n'existe pas de décennale dans la peinture, c'est garanti 2 ans puisque c'est une peinture sur support, enfin, il n'y a pas de préparation de support. Les cuisines, c'est pareil, il faut quand même avoir un mec qui a une assurance, quoi. Si vous avez le pire, c'est le dégât des eaux aujourd'hui. En électricité, mis à part si la personne était bouchée juste avant, vous n'aurez plus de bâtiment qui flambe. Il y a trop de protection. Quand on fait un immeuble, on passe des consuels. Hein, quand on crée un immeuble avec des nouveaux Linky, il y a quand même des consuels qui est quand même un organisme indépendant et qui vient vérifier l'installation électrique. Et donc, avant que vous ayez un incendie, il faudrait vraiment quand même que ça ait été mal fait. Ouais. L'eau, c'est horrible. Moi, on a des dégâts des eaux tous les ans. Enfin, quand on fait 300 biens, vous vous en doutez, je vous ai dit, on n'est pas les meilleurs. Je pense qu'on est les moins pires. Mais des dégâts des eaux, c'est infernal. En Bretagne, on a ce qu'on appelle la mérule. Un goutte à goutte d'une bonde mal fixée, personne ne voit, ça vous crée un champignon. Vous avez tous les planchers qui sont morts. Donc là, effectivement, vous avez intérêt d'avoir l'assurance décennale qui va bien couvrir. Et sur de l'immeuble de rapport, généralement, certaines banques nous demandent de plus en plus de la dommage ouvrage qui permet d'avoir une surcouche sur l'assurance parce que toute société qui a une assurance qui viendrait à fermer, je peux vous assurer que les assurances décennales, après, ils ne vous répondent plus. Hein. Donc, c'est vraiment les problématiques aussi. C'est ce que je dis, moi, à certains de mes clients. Euh, c'est que, bah oui, on est peut-être plus cher. Oui, on fait de la marge, ça c'est évident. Mais si on fait de la marge, c'est pour être là demain. Hein. Je n'ai pas envie que les sociétés ferment. Donc, on a besoin de s'assurer C'est pour, c'est qu'on pour, sera là dans. c'est pour que pour aussi, voilà, je vais y arriver, pour qu'il y ait un peu de qualité aussi. Enfin, vous misez plus sur la qualité au final, sur le long terme. Vous êtes, ce qui est le plus important, c'est que les clients ne rappellent pas demain, parce que comme tu disais tout à l'heure, ben, il y a des trucs qui ont été mal faits. Le but du jeu, c'est que ça soit bien fait, que ça soit solide, que ça soit durable, que ça soit pérenne, et surtout que la société, donc du coup de rente, ait une belle image sur le long terme. Toi, tu mises Bah, beaucoup sur le long terme, quoi. moi, ça fait 4 ans qu'on fait ça. On a parlé tout à l'heure de la société qui a fermé là. Hein. Mm. Moi, je le sais puisqu'on se fait beaucoup prescrire. 50% de notre activité, c'est sous prescription, donc avec des formateurs, des gens qui accompagnent, des gens qui conseillent finalement les gens d'investir dedans. Et moi, les chiffres, je les connais par cœur. On fait en moyenne entre 9 et 10% de résultats nets hors période d'inflation. L'année dernière a été horrible. Et c'est pour ça que je pense que Broussard est parti, parce qu'on a perdu 5% de marge avec l'augmentation des matériaux. D'accord? Donc, 9 à 10% de résultats nets, c'est des beaux résultats en France. Je n'ai pas à me cacher. Par contre, on donnait 2% d'apporteurs d'affaires. D'accord? Il faut parler de l'apporteur d'affaires quand on se fait prescrire. On donne de l'argent à la personne qui nous prescrit. Broussard, il était 10% moins cher que nous sur nos prix, puisqu'on avait évidemment une veille concurrentielle, et il donnait 10% d'apporteur d'affaires. Comment te dire qu'évidemment, il y a plein de gens qui ne travaillaient pas avec nous, sauf qu'il était 10% de moins, et nous, vu qu'on en donne deux, ça faisait 18% d'écart. Il n'existe pas, enfin, honnêtement, les travaux, hormis la ressource humaine, où c'est compliqué, et c'est le plus dur pour nous, la gestion de la ressource humaine, à côté, c'est très simple. C'est comme s'il y a des vendeurs de drogue qui m'écoutent ou des vendeurs de fringues, on achète un produit, on le fait poser, donc il y a une prestation de service. Donc c'est très simple. Le prix d'achat de main-d'œuvre, et à la fin, tu fais ta marge. Donc il n'y a pas de recette miracle. Si vous trouvez un artisan,
qui est 2 fois moins cher que tout le monde, mais vous avez, c'est comme mettez tout sur le rouge au casino, vous avez plus de chances que ça fonctionne. Il y a pas de finalement, comment je devrais dire, de recette magique. Il faut mieux payer un compétent. On sait, tu sais, il y a une expression, je sais que tu m'en as demandé pour la fin, mais ça sera une troisième. Euh, on sait combien nous coûte une personne compétente, puisqu'il te donne un prix et tu sais que ça va être fait. On ne sait pas combien peut nous coûter un incompétent. Tu fais poser un parquet massif à 100 balles du mètre carré, tu as 100 mètres carrés, tu mets 10 000 euros. Si le mec te les pose avec un marteau, une masse, c'est un démolisseur, il te jette 10 000 euros de matériaux, il était moins cher que les autres, bah, tu vas devoir repayer. Et dans le bâtiment, j'ai pris cet exemple de ce monsieur bon, qui lui est parti avec la caisse, mais parfois, quand c'est mal fait ou un dégât des eaux, tu peux avoir des dizaines de milliers d'euros à repayer de matériaux et ça peut vraiment devenir horrible, horrible. Horrible. Ok. Donc, faut faire gaffe à ça, effectivement, au sérieux des artisans qui travaillent avec vous. Très bien. Bah, écoutez, là, j'espère que tout le monde est bien au clair avec les travaux, avec les risques qu'on encourt. Moi, j'ai pas beaucoup de questions sur les travaux parce que j'en ai fait pas mal. Les principales requêtes qu'on a, bah, c'est toujours de trouver le bon artisan. Donc là, bon, de Rennes, ça a l'air d'être à peu près sérieux de ce qu'on en comprend. Euh, Là, des coûts, on en a un petit peu parlé. On a parlé des assurances. On a parlé des petits tips. Donc, je pense que là, on est pas mal. Le cahier des charges, pour moi, c'est super important. Moi, je le fais pour mes propres travaux. Même si vous faites un bout de cuisine, un bout de salle de bain, mais faites un croquis à votre artisan avec les prises, avec les points d'eau. Enfin, voilà, essayez d'être le plus clair possible. Tout à l'heure, Mathieu en parlait, la communication, pour moi, c'est primordial. Donc, il faut envoyer envoyer des mails à vos artisans, dire voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Laissez rien au hasard. Voilà, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre depuis tout à l'heure. Ne laissez absolument rien au hasard sur vos travaux parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous bâtir un avenir financier, parce que c'est le but aussi d'investir dans l'immobilier, de faire des travaux, c'est de bâtir un avenir financier, être tranquille, dormir sur ses deux oreilles, avoir fait des choses de qualité, des belles choses, des belles prestations. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. En mon sens, c'est comme ça que ça doit fonctionner. On a fait le tour un peu des travaux. Est-ce qu'on parle un peu du 16 novembre maintenant? Oui, complètement. Alors, le 16 novembre, donc, bon, je pense que tu partageras sur ton groupe aussi, mais Oui, 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 avec tu le plaisir. sais, on organisait des événements. Nous, on a toujours fait ça pour durer sur le long terme. Moi, j'ai jamais, enfin voilà, le terre brûlée, j'y crois pas. Et donc, on organisait ce qu'on appelait les rencontres IMO. Ouais, oui, on a été très original, on s'est Ouais. embêté à chercher un nom. Donc, c'était en présentiel. On a fait notre première rencontre IMO à Saint-Brieuc, 92 personnes. Après, on est parti au Mans, on est revenu à Rennes, on a fait la dernière à Paris. Et grosso modo, on avait près de 400 personnes qui venaient à chaque fois et c'était vraiment cool. L'idée, c'était de faire monter des personnes sur scène, des hommes, des femmes qui ont Mm. investi, qui ont entrepris et parler de leur expérience, tout simplement. Et la dernière édition qu'on a fait à Paris, on a vraiment envie d'avoir un renouveau. On s'embêtait. Il y a beaucoup de process chez De Rent Company. Donc, il y a un moment donné, voilà, on tournait en rond sur cette partie-là, événementielle. Donc, on a décidé de tout changer. Donc, le 16 novembre, on saute dans le vide. On fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. On fait quelque chose aussi. Moi, je participe à pas mal de séminaires à droite, à gauche pour travailler mon réseau, networker, partager, présenter De Rent Company, vous en doutez aussi. Et je trouvais ça, pas d'autre terme, chiant, où tu as 40 minutes, une présentation d'un homme, d'une femme, peu importe, qui vient te parler pendant 5 minutes de storytelling. Donc j'ai commencé, j'étais sous un pont, ça a été dur, je suis devenu riche, blablabla. J'ai eu Ensuite, un, bien sûr, il y a... j'ai eu un terrible Pardon? accident de voiture, du coup, ça a changé ma vie. Voilà. Voilà, exactement. Donc, et puis, je trouvais que dans les événements, donc, tu es très statique, tu écoutes quelqu'un, Mm. comme là, hein, il y a des gens qui doivent écouter derrière l'ordinateur et qui doivent se dire, Ouais. bon, ils sont sympas, mais c'est pas vivant. Et puis ensuite, il y a une pause. Donc là, c'est un peu, tu as le temps d'échanger, mais ça reprend assez vite. Donc, tu as une sonnerie, enfin, tu vois, c'est comme à l'école, c'est horrible. Et à la fin, il y a beaucoup de gens timides qui n'osent pas se parler. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas venir parce que quand tu fais un événement à Rennes et que tu es de Nice, c'est compliqué de se déplacer, d'accord? Et surtout, si les personnes qui ont été sur scène ne t'ont pas emmené avec eux, moi, ça m'est arrivé ce week-end. C'était un séminaire et honnêtement, j'ai pas trouvé de contenu qui m'ont plu. Et pourtant, je suis pas critique à la base. En fait, tu regrettes un peu d'être venu. Donc, tu vois, tu te dis, ça m'a pas appris grand-chose. Donc, on s'est dit, on va arrêter tout ça et on va faire un live. Donc, au début, c'était juste un live comme toi et moi. Mm. Et puis, en fait, ça a évolué. Donc, on s'est dit, on est parti du postulat qu'on voulait pas que les gens se déplacent ou en tout cas qu'ils aient la facilité d'accéder au contenu sans se déplacer. Donc, le format live, c'est super.
parce que ça permet de te connecter un peu et puis de prendre ce que tu as à prendre. Ensuite, on s'est dit, c'est dommage de perdre du présentiel, donc on va quand même louer un château et on va faire un événement où il y aura quelques personnes qui peuvent venir. Et puis, j'avais quand même dans un coin de ma tête le fait que si je mets trop de femmes, il n'y a pas assez d'hommes. Si je mets trop d'hommes, il n'y a pas assez de femmes. Si je mets des grands ou des petits, il n'y a pas assez il n'y a pas assez de diversité. Et donc, en partant de ce postulat, je me suis dit, on fait un plateau télé, on fait venir plus de 40 intervenants, on fait plus longtemps que d'habitude. D'habitude, c'était 4 présentations de 40 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réservé le château d'Apigné, qui est au sud de Rennes. On a contacté une entreprise qui monte des plateaux télé. Donc, on fait un vrai plateau télé avec des caméras qui bougent. C'est genre, c'est à vous si vous avez la référence. On fait venir 65 personnes. Donc, ça, je peux t'en lister. Il y a des marchands de biens, il y a des investisseurs, il y a des gens qui ont entrepris, qui ont réussi, il y a des gens qui ont entrepris, qui ont loupé, il y a des sportifs de haut niveau. Donc, en vrac, alors il y a 65 personnes, je ne peux pas tous te les dire, mais vous avez Anthony Poncet, vous avez Caroline Artaud, vous avez, je suis désolé pour tous ceux que je vais oublier, mais vous avez François Bourgoin, vous avez Grégory Imo, vous avez Jérémy Nabet de Ça fait un bail, par exemple. Vous avez Julien Calamotte, un Toulousain qui a investi, qui a entrepris et qui aujourd'hui fait du clé en main sur la région toulousaine. Vous avez Laurent et Maud Boutillier. Alors, moi, c'est des amis, c'est des gens que je respecte énormément. C'est un peu mon Harry Potter à moi. J'aime bien dire ça. Je suis J.K. Rowling et Laurent est là depuis très longtemps dans nos événements et nous fait toujours le plaisir d'être là. Donc, si vous écoutez Laurent Boutillier, c'est une dose d'énergie en intraveineuse. Donc, il sera là. Vous avez Maxime Waflard, un jeune marchand de biens aussi qui est dans le sud milieu, on va dire. En fait, il y a Simon d'Aragon qui est là. Enfin, tu vois, on fait venir plein de gens. Et l'idée de ces slides qui nous plaisaient plus, c'est de faire comme des tables rondes, un plateau de 6 intervenants. Et évidemment, vu on voulait en faire beaucoup, c'est de 8h à 18h30 en live. Il y a 2 minutes de pause entre chaque intervention. C'est des interventions de 40 minutes. Bien sûr, tout est scripté, on a tout préparé à l'avance. Mais on va parler de quoi? On va parler de l'investissement immobilier, c'est sûr. On va parler aussi de l'état d'esprit qu'il faut avoir, aussi bien pour entreprendre que pour investir, puisque je pense que quand vous êtes un bon entrepreneur, vous êtes un bon investisseur. Si vous êtes un bon investisseur, on le voit, les gens qui sont salariés, quand ils ont investi dans 1 ou 2 immeubles, très vite, ils se disent oh, j'en ai marre de bosser, j'ai envie d'être à mon compte. Donc, un bon investisseur et un bon entrepreneur et vice-versa. En tout cas, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il y a un tronc cérébral, un tronc central pardon, où faut étudier le marché quand tu montes une boîte. Bah, quand tu investis, c'est pareil. Faut trouver des artisans. Bah, c'est un peu comme trouver une équipe quand tu es entrepreneur. Et puis, quand tu investis, tu signes un crédit. Donc, tu engages ta personne. Et quand tu entreprends, bah, moi, je considère, en tout cas, si ça te plaît, bah, que tu te donnes corps et âme dans ce que tu fais. Donc, bah, il y a des champions. On a par exemple, tu vois, l'intervention 3, 9h44, 10h04, c'est 20 minutes. Entreprendre comme un champion, bah, tu as un champion du monde de catamaran qui est là. Tu as une championne du monde de taekwondo qui est là. Tu as Morgan Lavaux, qui est un ami à moi, qui fait du karting aujourd'hui. Il est champion de France, mais en karting handicapé, il est malheureusement devenu handicapé en pratiquant un sport. Karting Donc, handicapé, je il y a savais pas que ça des, existait. ouais. Donc, on a plein d'autres gens comme ça, mais l'idée, c'est finalement que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu aies entre 12 ans et 77 ans, que tu puisses te dire, OK, cette personne-là, je m'y identifie finalement. Donc, si tu es un homme, si tu es une femme, ben, souvent on s'identifie plutôt au même sexe que nous. Et puis ensuite, simplement d'écouter des gens parler. Il n'y a pas de slide, il n'y a pas de truc où te dire je suis le meilleur. Ils ont 2 minutes de présentation chacun. Et après, tu t'identifies aux personnes que tu veux. Et du coup, ça va se présenter comment? C'est une plateforme où les gens devront se connecter, il y aura un chat, comment ça Alors, marche ça? exactement. Donc, il y a ces 18 interventions de 8h à 18h30. Donc, c'est sur YouTube, en live. Il n'y aura pas de replay. D'accord. Ok. C'est également sur notre site web, donc sur notre plateforme, qu'on est en train de totalement refaire pour l'occasion. Et effectivement, tu te connectes, tu as une plateforme live-mastermind.com, tu t'inscris et tu vas recevoir des séquences de mails. Hein, tout est très bien fait aujourd'hui. On a une équipe de communication qui est plutôt rodée, on va dire. Et donc, effectivement, tu te connectes. Et parallèlement à ça, je l'ai dit, on a quand même du présentiel, sauf que 400 personnes, la dernière fois à Rennes, qu'on a fait 420 personnes exactement,
on n'avait pas le temps de parler avec les gens et c'est un rouleau compresseur, un événement. Donc là, on a fait ce qu'on appelle le club des vins. C'est des VIP. Moi, je suis très transparent puisque c'est une des valeurs de l'entreprise. Un événement comme ça nous coûte à peu près 50 000 euros. D'accord? Donc l'idée, il y a des publicités qui vont être mises en place pendant les pauses, qui sont payantes pour des partenaires, puisque on vise entre 2 et 5 000 personnes connectées. Et à côté de ça, les VIP règlent leur place. Le montant est assez élevé puisque c'est 750 euros pour venir. Par contre, tu viens, bon, tu as le petit déjeuner, ça me paraît évident, la food est inclus dedans, petit déjeuner, déjeuner et soirée, mais surtout, tu es mentoré par un des intervenants. Et pendant le live, évidemment, on parle sur scène, ou en tout cas sur le plateau télé, mais à côté, on a une pièce qui fait à peu près 400 mètres carrés, et chacun des 20 personnes va avoir une table, un mentor, un intervenant finalement qui lui ressemble, et aura sa problématique. Et l'idée, c'est de venir lui donner vraiment un passage à l'action et de dire, on t'accompagne. Tu as 65 personnes autour de toi qui vont tourner. Chacun va te donner son avis. Tu écoutes, tu n'écoutes pas. Il n'y a pas d'obligation. Et donc, on ouvre quand même en présentiel à 20 personnes. Au moment où je te parle, il y a déjà 8 personnes qui ont pris ça, qui veulent venir. D'accord. Et donc, voilà, si les gens veulent venir en présentiel, moi, je suis pas, je vends pas de la formation, même si j'ai un organisme pour ça. Mais l'idée, c'est plus d'avoir 65 personnes à côté, 20 personnes de l'autre. Là, on a le temps de causer, on a le temps de networker. Et je voulais plus ces événements à 400 personnes parce que tu as le temps de rien, en fait. Ça passe trop D'accord. vite, quoi. Et sur la plateforme, donc, du coup, enfin, sur YouTube, donc il y aura le chat. Donc, est-ce que les intervenants vont répondre à... Il y aura des questions-réponses aussi par rapport au chat, j'imagine, peut-être? Ouais, alors le programme, il est très large, mais il y aura plusieurs choses. Alors, je peux pas tout te dire, mais il y aura plein de surprises. Oui, Honnêtement, euh, j'ai pas envie que ce soit un cours de théâtre, mais vous allez voir, il va vraiment avoir des trucs très très cool. Voilà, on s'amuse vraiment dans ce format-là. Mais par contre, effectivement, il y aura des sondages. Vous allez pouvoir avec une application répondre directement, noter, poser des questions. Vous aurez un chat ouvert également, et vous aurez la possibilité d'envoyer des questions vidéo, puisque on a une vraie équipe technique, donc ça va être plutôt sympa. Donc voilà, il y aura des sondages. Il y a un jeu concours également qu'on n'a pas encore annoncé. Vous aurez un jeu concours pendant le live également. Donc, il va y avoir plein de petites choses comme ça. Effectivement, ça va pas être, vous êtes juste derrière l'ordinateur et vous suivez le truc. Vous allez pouvoir vraiment être partie prenante dedans. ok. De toute façon, je le partagerai sur le groupe Esprit Imo. Il y a 7000 investisseurs. Je pense que ça peut plaire à du monde. Il y a aussi, j'ai un autre petit groupe aussi qui s'appelle MDB Sud-Ouest. On est 600 là. C'est plutôt axé marchand de biens. Donc, je partagerai tout ça là-dessus avec très, très, Et, très grand et plaisir. Ouais. surtout que, étant donné qu'on a une vraie équipe technique, vous vous inscrivez sur le site et vous allez recevoir le programme. Donc, le programme, quand je vous ai dit tout à l'heure, à 9h02, il y a Laurent Boutillier qui passe. À 10h22, c'est sur le marchandage de biens. Ça va être militaire. C'est-à-dire que, de toute façon, s'ils n'ont pas terminé, on coupe l'antenne parce qu'il y a les autres qui doivent passer après. Ouais. Donc, l'avantage, c'est que, évidemment, pour ceux qui n'ont pas envie de se lever à 8h du matin, pourtant, on va prendre le petit déjeuner avec vous, tu vois. Ça, c'est Mm. des surprises qu'on va Mm. faire. Mm. Donc ça va être assez drôle. Mais si vous avez envie que de regarder sur la bourse, eh bien, je sais que c'est vers 17h, par exemple, vous vous connectez à ce moment-là, tout simplement. L'idée, c'est encore une fois de ne pas être obligé de regarder les 10 heures de live. Nous, c'est un défi technique, c'est un défi juste pour la forme, pour rire, quoi. Tu vois, Mm. moi, j'adore, je m'éclate dans ce genre de projet. Donc après, voilà, je comprends bien que les gens vont pas rester bloqués de 8h à 18h30. Voilà, si vous avez envie de regarder qu'une intervention, venez à l'intervention. L'idée, c'est de donner du contenu. Et là, je te dis, quand tu vois le programme, on a, je t'ai parlé des sportifs de haut niveau, mais on a le marchand de biens, on a la bourse, on a plusieurs choses sur l'investissement, sur les Mm. travaux, sur le marchandage de biens, je te l'ai déjà dit, Mm. sur les levées de fonds, sur le crowdfunding. Enfin, en fait, on essaye de vraiment tabler. On parle de la franchise, puisqu'évidemment, on a franchisé. On parle de l'entrepreneuriat au sens large. Donc, ça va vraiment être quelque chose. Si vous aimez entreprendre et que vous aimez investir, ne pas y être, c'est gratuit. Hein. Ouais. Alors, vous nous donnez votre adresse mail, donc c'est pas gratuit, puisqu'aujourd'hui, la data, ça vaut de l'argent. Mm. Mais il n'y a pas d'engagement, on va pas vous appeler tous les jours. Donc, voilà, si tu ne te connectes pas là, je comprends pas. Ouais, c'est top. Voilà, ça va être un super événement. Moi, j'essaie d'y participer aussi. Enfin, j'essaie de me connecter un peu. On le partagera évidemment sur le groupe Esprimo avec très, très grand plaisir. Écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour tout ce contenu, Merci à toi. pour tout ce que tu nous as dit sur les travaux, là, sur l'événement du 16, parce que c'est quand même un gros truc. Hein. Je pense qu'il y a quand même un peu de taf hein,
pour organiser ce genre d'événement, j'imagine, avec toutes les équipes qui sont autour. On va clôturer un peu tout ça avec des ressources complémentaires, si tu veux bien. Est-ce qu'il y a des livres, des séries que tu aimes bien, que tu pourrais nous partager? Oui. Alors, moi, celle que j'apprécie, c'est souvent les autobiographies et les films. Je regarde beaucoup plus des séries que de lire des livres. Hmm. Alors, je te parlerai de Père riche, Père pauvre, c'est basique, mais les Bouh, basiques, faut pas bouh, les... c'est un basique. C'est un basique. Ouais, non, mais tu vois, je l'ai relu dernièrement et il y a plein de choses que je faisais sans m'en rendre compte. Ouais, ouais. Et donc, c'est un basique, mais si tu l'as pas lu, tu l'as pas lu. Donc, c'est con, mais il y a plein de choses, ça se lit assez facilement. Et ensuite, après, il y a une série que, alors, faut pas reproduire ce qu'il a fait, mais il y a We Crash sur Apple. C'est sur, Ah, je connais pas. ah, à chaque fois, j'oublie son prénom, mais c'est Newman, son nom. C'est le gars qui a créé WeWork euh, qui a été valorisé jusqu'à 50 milliards de dollars et qui aujourd'hui a été repris 1 million de dollars. Donc c'est sur du coworking aux États-Unis. Il y en a eu un à Paris également. Et c'est sur la folie finalement. Enfin, moi, c'est l'interprétation que j'en ai eue. C'est un garçon qui a l'idée de faire des co-living. Il les a jamais fait. Et il a fait des coworking aux États-Unis très cool, très hype. Et il est monté très vite. Une personne d'origine israélienne et il est devenu complètement fou, un gourou de son entreprise. Et je trouve que c'est une belle allégorie dans l'entrepreneuriat de faire attention à rester les pieds sur terre. On peut faire 20 millions, 30 millions, 100 millions, 10 milliards de chiffre d'affaires. On est des hommes et des femmes. Et en fait, ça s'est craché. Hein, donc, c'est pour ça que ça s'appelle We Crash. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis après, tu as toutes les biographies sur des Elon Musk, sur des grands entrepreneurs comme ça qu'on apprécie ou pas. Après, on peut pas tout aimer chez ces gens-là, pardon. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Voilà. J'essaye de trouver des points communs finalement, et c'est ce que tu retrouves dans la citation. Voilà, je suis vraiment animé par l'entrepreneuriat, donc celui-là, je l'ai bien apprécié. Voilà. Top, top, top. Écoute, merci beaucoup. Wicra, je connaissais pas. Je vais regarder ça depuis Prégner la boîte. Je ne connaissais pas du tout. Donc la boîte, tu dis qu'elle s'appelle WeWork, c'est ça? Oui, ouais, c'est WeWork, ouais, c'est Ouais, ça. C'est vraiment je à connais pas du voir. tout. Ouais. J'irai jeter un petit coup d'œil parce que je ne connais pas. Je connaissais pas cette histoire. Allez, on va finir avec une petite citation parce que là, je pense qu'en termes de contenu, alors là, j'ai pas le compteur d'heures, mais à mon avis, c'est pas mal, c'est costaud, c'est bien costaud. Je pense qu'on est sur une heure, quelque chose comme ça, donc c'est très sympa. Déjà, merci beaucoup. Allez, une petite Non, de rien, citation pour c'est finir. normal. Alors, je t'en ai fait deux parce que vous avez bien compris, j'aime bien parler, donc je vais finir là-dessus. Euh, Tu sais, alors c'est pas exactement celle mais je la retrouve jamais, donc voilà. C'est choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est con, Bien. mais vous pouvez faire le lien avec plein de choses. Si tu investis, est-ce que tu as envie de devenir femme de ménage ou de devenir agent immobilier pour faire la gestion locative? Si tu entreprends, est-ce que tu le fais pour vraiment gagner de l'argent ou pour t'émanciper dans ton boulot? Ça fait bateau de dire ça, mais la courbe du bonheur, ça ne suit pas la courbe de l'enrichissement. C'est Moi, vrai. je le dis souvent sur scène, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ont les moyens. Hein, c'est facile. Évidemment, quand ceux qui m'écoutent et qui aujourd'hui, vous êtes en galère, vous savez pas comment finir le mois, c'est difficile. Sachez que créer une entreprise en France, aujourd'hui, c'est gratuit. Auto-entrepreneuriat, louer votre scooter, moi, j'ai loué ma voiture à un moment donné. Je loue encore ma résidence principale aujourd'hui, même si je gagne bien ma vie. Mais c'est les petites actions qui font des grandes actions demain. Donc, vous prenez 100 balles aujourd'hui, 100 balles demain. Et donc, si vous aimez vraiment le faire, eh ben, vous allez même pas le ressentir. Et vous allez vite pouvoir monter comme ça. Donc, c'est pour ça que j'aime cette citation, c'est Confucius qui l'a dit. Et l'autre, je l'ai trouvé dans Père riche, Père pauvre, c'est que les chemins difficiles vous emmènent souvent vers des chemins faciles. Ça veut dire quoi? Si c'est trop facile au début, j'ai parlé tout à l'heure des vendeurs de drogue, c'est horrible, on va finir là-dessus, mais souvent les gens qui font ce genre de business gagnent de l'argent, gagnent beaucoup d'argent rapidement. Mais quand tu gagnes beaucoup d'argent rapidement, tu n'en as pas vraiment l'essence même. On n'est pas formaté pour demain, je te donne 1 million d'euros. Si tu n'es pas prêt pour le recevoir, tu vas le dépenser très vite en fait. Je te les ai donnés. Mm. Le chemin difficile, c'est quoi? C'est un peu ce que je redisais tout à l'heure. C'est commencer petit. Dans l'investissement, commencer par un studio, un T2, après un T3. Arrêter de vouloir commencer par un immeuble de rapport. Parce que tu en as, ils veulent commencer tout de suite gros, mais pendant 20 ans, ils font rien. Et à la fin, ils se disent, bah ouais, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la Mm. chance. C'est faux. Si vous sortez les doigts, vous pourrez. Mais il faut commencer petit. Et les chemins difficiles, moi, je le vois beaucoup dans mon travail.
Les travaux, c'est hyper dur. Il y a des fois, on n'est pas les meilleurs, comme je t'ai dit, et c'est très compliqué. Mais je sais qu'en finalité, si on y arrive, on n'est pas encore parvenu à ça. Si on arrive à avoir plus de 120 franchisés, à faire 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, bah, je me dis que pendant 4 ans, ça a été super dur, mais que ça sera facile plus tard, tu vois. C'est les chemins particuliers ou difficiles. Vous avez le sommet bientôt derrière les nuages, tu vois. Donc pour les entrepreneurs, pour les marchands de biens, pour tous ceux qui nous écouteront, euh, ça sera plus facile demain si vous avez commencé par quelque chose de très dur. Super. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Ouais, Écoutez, si vous êtes toujours là, abonnez-vous. Cliquez en dessous, on mettra des liens évidemment complémentaires pour retrouver Mathieu. Je crois que tu as des e-books offerts ou des petites formations offertes. Je mettrai un lien dans la description en dessous de la vidéo pour ceux qui ont réussi à tenir 1 heure. Vous pouvez voir dans la description. Franchement, bravo à vous. On vous applaudit. Euh, bon, super. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Et puis je te dis à la merci prochaine. à toi. Ciao, Ok, ciao. salut, ciao.